merci de votre présence. Vous avez lu certainement le programme. Le thème, c'est le collectionneur et son environnement. L'environnement, on l'a défini en 4 sous-thèmes, 4 modules. Le premier est le collectionneur et la galerie. Donc Isabelle de Maison-Rouge va vous présenter Vincent Sator qui est auprès de nous. Donc Vincent Sator, un jeune galeriste. Donc tu nous parlais tout à l'heure de ton parcours qui était d'abord dans des études très poussées. Donc tu es sorti bardé de diplômes. Donc tu as fait Hippocagne, Cagne. Tu as fait des études d'histoire, de Sciences Po. Et donc au départ, tu te destinais plutôt à l'institution. Et tu as passé les concours pour être conservateur. Et puis finalement, le hasard de la vie a fait que tu as bifurqué et que tu t'es retrouvé ensuite à travailler avec Marc Blondeau, qui est un très grand courtier. Et grâce à cette personne qui a une belle personnalité, tu as découvert le marché de l'art pour lequel tu n'étais pas forcément destiné. Et donc finalement, ça t'a ouvert un horizon et ça t'a donné de grandes envies de travailler vers les artistes et vers les collectionneurs. Et c'est à ce moment-là que tu as découvert les collectionneurs. Et par la suite, donc, tu as ouvert ta propre galerie. En 2011, elle est installée rue Chapon, dans le 3e arrondissement, à Paris. Donc pas très loin de Beaubourg, et tu soutiens particulièrement des jeunes artistes. Et ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était justement que tu puisses nous donner ton approche de jeune galeriste, travaillant avec des jeunes artistes et rencontrant donc des jeunes collectionneurs, jeunes à prendre dans le sens large, c'est-à-dire pas seulement des personnes peu âgés, mais aussi peut-être des jeunes collectionneurs dans le sens où ils ont découvert la collection depuis peu. Voilà. Donc tu les accompagnes et ça nous intéresse d'avoir ton point de vue. Alors merci, déjà ravi d'être ici avec vous. Pour revenir effectivement sur l'idée de ce parcours très rapidement, effectivement moi je me destinais à l'institution. Donc ce qui vraiment m'intéressait, si vous voulez, c'était les questions de patrimoine, conservateur du patrimoine, la dimension muséale, travailler dans des centres d'art, mais vraiment, à nouveau, c'était d'être un passeur, si vous voulez, entre un patrimoine national ou local vers des générations futures. Donc c'est vraiment ça qui m'intéressait dans la première partie de ma carrière. Quand effectivement je rencontre presque par hasard le marché, avec Marc Blondeau dont tu parlais, je découvre tout à coup un monde qui est radicalement différent. On n'est plus dans cette idée de patrimoine et de transmission de patrimoine à l'échelle d'une société, mais on est sur finalement quelque chose d'un peu équivalent à une échelle plus individuelle. Et c'est ça qui m'a passionné assez vite, c'est le rapport au collectionneur. Et je me suis rendu compte très rapidement que le rapport au collectionneur, pour citer Didier tout à l'heure, est un rapport humain. Et qu'en réalité, c'est ça qui est extrêmement passionnant aussi dans une entreprise de galerie et de marché de l'art, c'est qu'on traite avec l'humain, tant avec l'artiste, bien sûr, mais également avec le collectionneur. Donc ça a été pour moi déterminant. Et cette rencontre, si vous voulez, avec le collectionneur, basée sur un échange je dirais de sensibilité, sur une confiance, sur une transparence, a fait que finalement je conservais ce rôle un peu de passeur dont je rêvais en tant que conservateur de musée, etc. Donc ça s'est vraiment fait effectivement comme ça. Donc maintenant j'ai le privilège et la joie immense de travailler avec des artistes que j'adore, que je défends avec passion et avec engagement, et de partager, si vous voulez, ce travail au quotidien avec des collectionneurs qui effectivement ont des profils extrêmement différents. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien imaginer, surtout pour un projet comme le mien, enfin une entreprise comme la mienne qui est très jeune, c'est qu'on a une diversité de collectionneurs qui viennent à la galerie, qui sont des gens aussi bien, je dirais, des gens qui ont des moyens assez limités, mais qui ont tout à fait la possibilité d'acquérir des pièces de façon découpée, enfin, par exemple en paiement échelonné, des choses comme ça, que des collectionneurs importants qui ont des moyens plus conséquents. Mais à nouveau, ce qui prime, c'est la passion d'un collectionneur, d'un individu, enfin d'un visiteur, pour une œuvre d'art, pour une pièce, pour le travail d'un artiste. Donc ce qui est au cœur de tout ça à nouveau et d'une galerie, c'est cet équilibre, je vais vous dire, entre l'artiste, avec lequel on travaille, avec lequel on collabore, surtout les artistes émergents, donc qu'il faut soutenir, qu'il faut promouvoir, et les collectionneurs. Et si vous voulez mettre en contact le collectionneur avec le travail de l'artiste, le collectionneur avec l'artiste, et de créer ensemble une sorte de trinité un peu sacrée, on pourrait dire,
quelque chose qui est de l'ordre, à nouveau, de la confiance et de l'échange de sensibilité. Parce que ce qui est au cœur, à nouveau, de la collection, c'est quand même la passion. Après, il y a 1000 façons de collectionner. Quand vous êtes dans un projet comme le mien, à nouveau avec des artistes qui sont jeunes, j'ai envie de dire que le modèle économique que je défends, pour parler un peu de ça, ce sont des artistes qui sont très abordables, avec des échelles de prix très larges. Mon travail, moi, d'un point de vue, j'entends d'entreprise, commerciale, c'est bien sûr de les soutenir, les accompagner, les promouvoir et les faire monter. Donc il y a cette idée aussi, avec des collectionneurs, qui est de se poser la question, bien sûr, la dimension spéculative qu'on pourrait aborder. Mais c'est vrai qu'à mon niveau aujourd'hui, c'est pas ça qui est au cœur de cette démarche. C'est d'abord une passion pour une pièce et une dimension que je dirais mécénale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quand vous achetez un travail d'un artiste contemporain, vous soutenez l'artiste. Donc vous soutenez la production de l'artiste. Donc finalement, c'est aussi faire preuve, d'une certaine manière, de mécénat et le permettre de continuer à travailler, d'avancer et de produire d'autres pièces, si vous voulez. Ce qui serait intéressant aussi, c'est que tu puisses nous expliquer comment tu es arrivé à créer ton réseau de collectionneurs. Parce qu'un galeriste ne peut pas fonctionner s'il n'a pas créé son propre réseau. Et donc tout à l'heure, tu nous parlais des foires qui sont un lieu essentiel aussi pour lancer cette approche du collectionneur. Au quotidien, donc, la communication est extrêmement importante, bien sûr, pour le développement de la galerie et faire connaître la galerie. Donc, la communication, c'est la presse, c'est Internet, ce sont des réseaux comme ça, si vous voulez, de diffusion d'informations. Il y a un travail aussi très important de rencontre, qui est d'aller dans des vernissages, dans des cocktails, des dîners, des choses comme ça. Mais il est bien évident qu'aujourd'hui, par rapport à peut-être des modèles un peu plus anciens, les choses ont radicalement changé. Et la foire en soi, comme ici où vous êtes, est une forme de concentration extrêmement importante des acteurs du marché. Donc il est bien évident que la foire en soi est un accélérateur, si vous voulez, pour rencontrer des collectionneurs, puisque effectivement on se rend compte très vite, à l'échelle de la planète, si je veux dire, c'est que la foire est devenue fondamentalement conséquente, si vous voulez, dans la diffusion des œuvres des artistes, d'un point de vue commercial, j'insiste, dans la diffusion des artistes et dans la rencontre avec les collectionneurs. Donc oui, la foire, c'est évident, est un vecteur remarquablement important de rencontre. Et moi, c'est vrai que dans une galerie qui est assez jeune, j'ai 3-4 ans de galerie, les foires ont été des étapes très importantes pour faire avancer le projet et développer le réseau. Rêvons un instant, je rajeunis de 40 ans et je pousse pour la première fois à la porte d'une galerie et je veux m'intéresser à l'art contemporain, acheter des œuvres. Mais je me pose la question, à quoi ça sert une galerie si ce n'est à doubler le prix de vente d'une œuvre? Alors c'est un petit peu plus que ça au quotidien, on a plus d'enjeux que ceci. Aujourd'hui, une galerie, on sent, l'intérêt d'une galerie, c'est déjà le travail de promotion, d'une part. C'est-à-dire, effectivement, on a le privilège, nous, en tant que galeristes, d'avoir le travail de l'artiste qui nous est confié. Il ne s'agit pas simplement d'accrocher les œuvres au mur, et encore faut-il les accrocher de manière intelligente et belle, sensible. Mais il ne s'agit pas seulement de les accrocher et d'attendre, si vous voulez, que le chaland passe et éventuellement lui offrir un thé à la menthe ou autre chose. Il y a un travail de développement, si vous voulez, d'une exposition quand on l'a dans ces murs qui est colossal, où effectivement, il faut ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais contacter la presse, relancer des collectionneurs, faire vivre un travail. Donc le travail de promotion, il est colossal, y compris avec l'institution. Je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais très important pour des artistes qui sont jeunes, donc qui sont par définition peu connus, de promouvoir leur travail, de le rendre visible, et notamment dans des expositions de centres d'art, etc. Donc l'engagement de ce point de vue est très très fort. Maintenant, j'aime à penser que la galerie aussi, vis-à-vis de l'artiste, a un rôle d'accompagnement qui est important, qui a du sens. J'aime à penser qu'un galeriste ne confie pas simplement ses pièces à un marchand pour lui confier la partie commerciale, mais que l'artiste attend aussi du galeriste à nouveau un échange, une sensibilité, une compréhension, et de pouvoir avancer, c'est d'autant plus vrai avec des jeunes artistes, de pouvoir avancer ensemble. Et dernièrement, je reviens à ça, les collectionneurs attendent aussi de la part du galeriste une forme d'expertise, une forme de conseil, une reconnaissance, de transparence et de confiance. Alors justement, ce qui est très important, ce que tu disais, c'est aussi l'accueil
pour développer cette confiance avec le collectionneur, comment t'y prends-tu? Parce que je sais que ta galerie fait partie des très rares galeries, en tout cas à Paris, où quand on arrive, on est accueilli. Et ça, c'est plutôt agréable. Et donc, je sais que ça, c'est ton fer de lance, entre autres. L'accueil du collectionneur pour ensuite pouvoir justement le guider, l'amener vers des œuvres auxquelles il n'aurait pas forcément eu accès au départ, lui faire découvrir des artistes et le pousser dans son développement par rapport à cette notion de collection. Effectivement, moi je donne beaucoup d'importance à ça, c'est-à-dire l'idée d'accueillir tout le monde. Tout visiteur qui passe la porte de la galerie mérite, bien sûr, d'être accueilli comme il se doit, d'être accompagné dans l'exposition, ou pas d'ailleurs, on propose, on salue, on bienvenue, et on propose ou pas des lectures, si vous voulez, des clés de compréhension sur le travail qui est exposé, libre à vous de les accepter ou pas. Pour moi, c'est extrêmement important, parce qu'à nouveau, on revient à cette notion de passeur. Quand on présente un artiste qui est un artiste à nouveau émergent, qui offre, si vous voulez, un travail qu'on ne connaît pas, il est bien évident qu'on peut, pas toujours, mais avoir besoin de clés qui sont extrêmement fortes, conséquentes pour la compréhension de ce travail. Or, les clés ne se livrent pas forcément directement par le travail. Donc cet accompagnement de prendre par la main, j'ai envie de dire, comme un médiateur, fait partie du travail de la galerie. Maintenant, d'un point de vue pratique, je ne vous cacherai pas que moi, ça m'est difficile aujourd'hui, à titre très honnêtement et personnel, d'accueillir tout le monde, parce qu'il y a un travail qui est conséquent, que j'évoquais tout à l'heure avec Michel. Mais c'est vrai que par exemple, on a une toute petite équipe à la galerie, et en l'occurrence mon assistante qui a tout de suite compris ces enjeux, le pratique comme ça au quotidien, c'est-à-dire de recevoir tout le monde sans partir du principe est-ce que c'est un collectionneur potentiel, est-ce qu'il va nécessairement acheter de l'argent, etc. Enfin, acheter un tableau, pardon, ou pas, mais dans cette idée effectivement de favoriser la rencontre avec le travail de l'artiste. Et toujours dans cette notion d'accueil et d'accompagnement, il y a aussi une chose qui fait très souvent peur quand on est dans une galerie, c'est qu'on n'ose pas demander le prix parce qu'on se dit il va être astronomique, de toute façon je ne pourrai jamais acheter, alors que tout à l'heure tu parlais de facilité de paiement. Bien sûr. Alors, non seulement il y a la facilité de paiement qui est quelque chose qui se pratique de manière extrêmement régulière, j'ai des collectionneurs à nouveau qui achètent des pièces 400, 500, 600 euros et parce qu'ils sont dans cette situation, vont payer en 10 chèques ou 15 chèques encaissés. Je tiens à souligner que c'est un crédit à 0%. Donc tout est pris en charge par la galerie, si vous voulez, c'est une forme de banque, mais qui à nouveau est destiné à favoriser l'émotion qui aura germé entre le visiteur, le collectionneur et la pièce. Après, il y a aussi, avec les artistes avec lesquels je travaille, on a des artistes qui proposent des pièces qui peuvent démarrer à 20 euros, et qui sont des pièces superbes, fortes, puissantes, bien sûr multiples, donc qui n'auront peut-être pas le caractère d'unicité qu'on attend, etc., mais qui sont des pièces de très très grande qualité, et pour le même artiste, on pourrait aller à 12-15 000, mais il y a un choix qui est très large au niveau de ce qu'un artiste fait, qui permet finalement de rendre l'acquisition possible. Et je pense qu'il faut vraiment, avec légèreté, je veux dire, passion, envie, engagement, mais il faut vraiment oser aller jusqu'au bout de cette démarche. C'est-à-dire vous avez un coup de foudre sur une pièce, dans une galerie, dans une foire, sur un stand, sentez-vous complètement libre d'en parler déjà, de parler du travail avec le galeriste ou les gens qui y sont, mais également de cette dimension financière. Elle est normale, elle fait partie de l'échange, il s'agit d'acheter une pièce. Donc les conditions de l'achat peuvent être discutées de manière très très libre et souple. Vraiment, il y a quelque chose qu'il faut décomplexer, si vous voulez, en la matière. Oui, décomplexer, c'est vraiment le mot, en fait. Michel, est-ce que tu as une question ? La question que je posais, c'était où est-ce qu'il y a un micro pour que la salle puisse intervenir. Alors, non, je pense que Vincent a largement développé son métier, son nouveau métier, 2 ans. N'oubliez pas qu'il y a des galéristes qui ont 30, 40 ans d'expérience. Lui, il démarre une trajectoire avec des artistes de son âge. Et c'est toujours très intéressant de voir les choses au départ, de voir les choses au début. Je pense que vous avez de nombreuses questions et je m'interrogeais pour un micro, mais je vous donnerai le mien.
Ça marche? Oui, moi j'aurais voulu poser une question quand on est jeune galeriste installé en France par rapport à la scène française. Est-ce que, je dirais, ce qu'on a envie de faire, c'est d'abord prendre des artistes français puis aller les porter partout dans le monde, ou aussi le contraire, quoi, aller chercher un Chinois, enfin des artistes de n'importe quelle nationalité, essayer de les faire connaître en France? Est-ce qu'il y a une priorité et comment ça s'articule? En ce qui me concerne, ce qui est un peu particulier, c'est que la galerie que j'ai ouverte il y a 3 ans, donc la mienne, dont je ne suis pas aujourd'hui, est ma deuxième galerie. Ma première galerie, je l'ai ouverte en 2007, de 2007 à 2010. C'était une galerie que j'avais ouverte avec des associés américains, qui étaient un couple en fait, de Washington, qui s'était installé à Paris à l'époque, et dont j'ai été associé pendant 3 ans sur un projet qui était très spécifique, qui était l'art contemporain russe, et en particulier des mouvements russes des années 70-80 qu'on appelait la seconde avant-garde. Pendant 3 ans, on a eu ce projet qui était assez beau, qui était assez passionnant, mais très fermé. Et très fermé sur une sphère culturelle, la Russie, sur une période, les années 70-80. Quand on ferme la galerie pour de multiples raisons et que j'ouvre le nouveau projet, inversement, moi j'avais au contraire très envie d'internationalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas une performance. C'est celui-là qui harcèle? Moi j'avais... Non plus. Allô, allô? Allô, vous m'entendez? Ça marche? Pardon. Après avoir travaillé de manière extrêmement spécifique à nouveau sur une sphère culturelle fermée, moi j'avais, d'un point de vue très personnel, j'avais au contraire envie d'une internationalisation. Donc tout de suite, le projet de la nouvelle galerie a été d'avoir à la fois, bien sûr, un pôle d'artistes français qui était issu de rencontres. Je peux le citer puisqu'il est dans la salle, c'était un très grand artiste de la galerie, un immense ami qui est Raphaël Denis. Mais Raphaël Denis, on s'est rencontrés, donc quand j'ai m'occupé encore de la galerie russe. J'ai découvert donc grâce à lui son travail. Très vite s'est posé un problème, il n'était pas russe, il était français, quoi. Donc quand vous avez une galerie d'art contemporain russe et qu'un artiste vous plaît, qu'il est français, on ne peut pas le montrer. C'est quand même assez frustrant. Donc pour moi, le nouveau projet devait être construit sur une ouverture. Ça me semblait complètement naturel et évident. D'où des artistes effectivement chinois, russes, j'en ai gardé, français, américains, etc. Après, il me semble évident, ça c'est très personnel, mais la réalité du monde de l'art aujourd'hui est un monde international. Donc l'idée d'avoir uniquement des artistes français, pour moi, était quelque chose qui n'a plus de sens. En tout cas, j'insiste d'un point de vue personnel. Et donc cette idée, au contraire, de montrer des créations en Chine, de montrer des créations chinoises, russes, américaines, européennes, peu importe, mais multiples, pour moi, correspond beaucoup plus à ce qui est aujourd'hui la réalité d'un artiste qui voyage, qui a accès à Internet, etc. Troisièmement et dernièrement, je dirais qu'en plus, il y a une dimension stratégique qui peut avoir du sens, qui est qu'effectivement le fait d'avoir un artiste chinois peut à terme vous ouvrir les portes du marché chinois. Beaucoup plus que si vous débarquez la première fois avec vos artistes français qui n'intéresseront pas forcément. Donc pour moi c'était évident. Il fallait un pôle français extrêmement fort qui était issu de rencontres incontournables, mais également d'avoir des artistes internationaux. Alors par contre je ne les ai pas choisis sur un format de quota, c'est-à-dire il me faut absolument un Américain, je vais prendre celui-ci, il me faut un Brésilien parce que le Brésil est à la mode, enfin, vous voyez. Voilà. Des questions? Merci Michel. Vous avez dit que vous accueillez tous les visiteurs dans votre galerie. Alors, à contrario, est-ce que la difficulté de l'art contemporain, c'est qu'il est souvent hermétique? Si on n'a pas une longue explication pour savoir ce que voulait exprimer l'artiste, on ne peut pas rentrer comme dans un tableau impressionniste avec l'émotion simple. Alors, oui, bien sûr, ce qu'on appelle le paradigme de l'art contemporain a changé. Effectivement, les clés d'accès ne sont pas les mêmes. Maintenant, moi j'aime à penser que les artistes que je défends ont un travail qui ont une force suffisante et une intelligence suffisante et une beauté, puisqu'il y a une question esthétique qui est primordiale, qui est telle qu'il peut se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir immédiatement une étincelle, une émotion ou un intérêt à partir duquel nous on va travailler
pour donner des clés, si vous voulez, donner des clés d'interprétation. Mais je suis d'accord avec vous, il ne faut pas enfermer non plus complètement le travail dans une analyse qu'on va donner. Après, ça dépend des artistes. Je pense à un artiste avec lequel je travaille qui est russo-américain, pour le coup de Moscou-New York, qui est un artiste conceptuel qui se consacre à des questions très historiques, c'est-à-dire qui part de phénomènes historiques liés à la situation américaine et soviétique, si vous voulez. Il part d'un phénomène historique pour le développer sous forme de travail conceptuel. Si vous n'avez pas les clés, si on ne vous explique pas le fait historique dont il est question, ça ne marche pas. On ne peut pas rentrer dans le travail. Donc oui, effectivement, c'est une réalité. Mais à nouveau, on peut l'accompagner. Et dès lors qu'on l'accompagne, les choses se passent très très bien. Maintenant, on a des visiteurs qui, quand ils rentrent et qu'on leur propose de leur expliquer, de leur faire un tour d'exposition, refusent au contraire. C'est-à-dire, ils nous disent, bon, ça peut ne pas les intéresser aussi, hein. Ils peuvent ne pas aimer l'exposition de prime abord, mais ils nous disent, non, on n'a aucune envie, on a envie de découvrir la chose tranquillement, de rentrer dedans progressivement, on ne veut pas les clés, quoi. Mais à nouveau, ce qui compte, à mon sens, hein, c'est le dialogue. C'est le dialogue qu'on va créer, le partage d'intérêt et de passion qu'on a pour un travail, et essayer de faire comprendre, de faire partager cette passion et de le défendre jusqu'au bout, si vous voulez. Je voudrais simplement rebondir sur une chose. Tu disais qu'il y avait des collectionneurs qui n'avaient pas envie d'avoir les clés. Il y a aussi des collectionneurs qui n'ont pas envie de rencontrer les artistes, alors que d'autres ont très envie de les rencontrer. Donc ça fait des approches qui sont très différentes pour toi aussi. Je m'efforce de travailler dans une grande transparence avec les artistes. C'est-à-dire qu'évidemment, je considère que les artistes, on travaille ensemble. C'est comme une sorte de mariage professionnel avec ce que ça incombe d'affect aussi, et beau, enfin, j'entends d'amitié, de relations, etc. J'ai tendance, puisque je pense que c'est important, à proposer à tous les collectionneurs qui le souhaitent de rencontrer les artistes. Après, il faut s'organiser. Bien évidemment, quand un artiste est à Pékin, c'est un petit peu plus compliqué que quand il est à côté de la galerie, voire dans la galerie au moment où le collectionneur est présent. Mais effectivement, il y a des collectionneurs qui ne veulent pas rencontrer les artistes. Certainement pour plusieurs raisons. D'abord, une sorte peut-être de côté un peu sacré, enfin, de vouloir préserver, j'ai envie de dire, la virginité du travail qui est présenté et ne pas l'associer à un individu. C'est-à-dire de conserver une indépendance totale du travail, à nouveau, par rapport à l'artiste créateur lui-même. Il peut y avoir cette dimension-là. Il peut y avoir aussi des collectionneurs qui sont mal à l'aise avec les artistes. Et c'est là où, j'ai envie de dire, le rôle d'intermédiaire d'un galeriste prend aussi son sens. C'est-à-dire que des collectionneurs ne sont pas nécessairement à l'aise dans l'échange avec l'artiste et donc ne souhaitent pas rentrer dans cette intimité avec l'artiste. Donc effectivement, là, la chose est très souple et vraiment complètement adaptée à chaque collectionneur. Parce qu'à nouveau, il y a autant de collectionneurs, de types de collectionneurs qu'il y a d'individus. Chaque collectionneur a son mode de fonctionnement propre. Et moi, je suis là, j'ai envie de dire, pour l'accompagner, le favoriser et le respecter, bien sûr. Oui. Je voulais vous demander si vous présentiez vos artistes ici dans cette foire. Alors j'ai eu le plaisir de présenter précisément le travail de Raphaël Denis qui est ici à 2 reprises à la foire, l'année dernière et il y a 2 ans. Ça a été une très très belle expérience. On l'avait fait dans le cadre de l'AIA, qui était une foire, enfin une sorte de regroupement d'artistes, galeristes, si vous voulez. Donc on avait fait une installation ici. Cette année, pour des questions de stratégie, propre budgétaire, de cet ordre-là, j'ai le plaisir d'être physiquement avec vous, mais pas avec les artistes présentés. Oui, j'ai peut-être une explication pour la présence de Vincent Sator ici, plutôt qu'une des 100 galeries qui sont installées dans la foire. C'est qu'en choisissant une galerie, il y en avait 99 qui pouvaient se demander pourquoi elle n'était pas là. Et en prenant quelqu'un de l'extérieur, comme ça, on réglait le sujet. Voilà. Mais toutes les galeries qui sont à côté auraient parfaitement pu développer un message intéressant dans la relation qu'il établit avec son acheteur réel ou potentiel.